Alors, c'est parti. Donc, on se retrouve pour le troisième webinaire sur les modèles économiques des graphes PV. L'ambition de ces modèles de ces webinaires, c'était vraiment d'aller au plus simple des questions et de reprendre vraiment les bases, de repartir de zéro. Donc, c'est ce qu'on a tenté de faire et on a eu plutôt des retours positifs là-dessus et puis certains qui s'étaient un peu ennuyés parce qu'ils connaissaient déjà. Mais voilà, c'est vraiment le but, c'est de reprendre les bases et de permettre à des gens qui n'ont jamais touché ces notions de s'y intéresser, de commencer à se former. Donc, c'est bien l'objectif. Sur les webinaires 1, on a vu pourquoi on fait des modèles économiques, pourquoi on fait des business plans même plus largement. On a parlé de la compta et de la trésorerie, quelles étaient les grandes différences. Et puis, on a vu toutes les hypothèses un peu technico-économiques qu'on peut mettre dans ces modèles économiques, en rappelant fortement que c'est ces hypothèses qui vont faire les calculs. Certes, si les calculs sont pas bons, ça marche pas, mais si les hypothèses à l'entrée sont pas bonnes, on a des réponses totalement fausses à la fin. Et on peut vite avoir une grande confiance dans les chiffres qu'on sort, puisque c'est très formel, c'est des tableaux, ça fait très sérieux. Mais si des entrées sont pas bonnes, on a toujours un gros souci à la fin avec des chiffres qui sont pas bons, et on peut faire des grosses erreurs stratégiques et des mauvais choix sur nos investissements. Sur le webinaire 2, on est vraiment rentré dans le compte de résultat et le plan de trésorerie. On a vu les grandes différences entre les deux, notamment la grande différence entre, d'un côté, on va voir apparaître les amortissements et les provisions. Ça, c'est dans la partie compte de résultat, la partie comptable. Et puis, dans la partie trésorerie, on va voir les remboursements d'emprunts. Donc, voilà, il y a deux notions un peu différentes qui se chevauchent. Donc, on a vu le compte de résultat qui se présente à peu près de cette manière-là. Je reviens pas dans le détail, tout est dans le webinaire 2 et c'est en ligne maintenant, puisqu'on a refait l'enregistrement. Et on a vu la différence du coup avec la partie trésorerie là, qui apparaît en bas de l'écran. Donc forcément, en présentation, en webinaire, c'est pas forcément très aisé puisque il faut montrer beaucoup de chiffres sur un même écran. Donc je vous invite à soit zoomer un peu, soit à vous rapprocher de l'écran. Et surtout, à l'issue, vous aurez les présentations et en PDF. Du coup, vous pourrez zoomer facilement dessus, aller vous balader dans les tableaux plus facilement. Ce sera plus lisible. Et la dernière fois, on a aussi vu la partie dividende. Voilà, selon le type de société qu'on a, selon nos statuts, en fait, qu'est-ce qu'on peut sortir comme dividende ou non, quel intérêt ça peut avoir, soit économique pour les investisseurs, soit aussi garder de la valeur dans le projet pour le réaliser et le faire avancer. Quelques petits rappels des grandes notions. Donc on vous a mis la 4 grandes notions. Donc ça, c'est les apports notamment de Johan qui sont très précieux. Donc les notions de comptabilité, donc c'est la photo et le film de ce qui s'est passé durant une année ou durant les années précédentes. Là, en vrai, on compte ce qui s'est passé et une des ambitions de ça, c'est aussi de pouvoir calculer le résultat net et du coup les impôts. La comptabilité, c'est né de ça, c'est né de comment on va valoriser une activité pour savoir combien elle doit payer d'impôts. Sur la partie contrôle de gestion, là, on va être plutôt du projet par projet. On va aller décomposer et comparer des ratios et des seuils. Donc, on a notamment l'outil des seuils intermédiaires de gestion que j'ai repris là pour vous présenter le compte de résultat. La partie financement de projet, donc là, on va plutôt aller chercher les grands indicateurs tels que le TRI de projet financement et la VAN. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, si on était dans la partie rachat d'une société, et là, on irait plutôt essayer de valoriser l'actif et son potentiel futur pour savoir combien on peut le vendre. Donc voilà, des grandes notions qu'on vous rappelle ici. Du coup, on va passer aujourd'hui plus de temps sur les indicateurs. Donc, la dernière fois, on a vu le DSR, donc le taux de couverture, le taux de service pour couvrir la dette. Pardon, j'ai plus dans l'ordre. Donc, c'est combien de trésorerie on génère et qu'est-ce qu'on doit rembourser à la banque. Et voilà, ce ratio est important pour la banque, notamment pour se rassurer sur notre capacité à rembourser l'emprunt. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur 3 indicateurs et puis on verra le bilan ensuite. On va commencer à étudier ce que c'est le bilan. Donc, on va voir la CAF, donc la capacité d'autofinancement, la VAN, la valeur actuelle nette. Puis on verra que c'est pas forcément ce qu'on pense être à chaque fois, parce qu'on a beaucoup de compréhensions diverses et variées de ce que c'est cet outil.
Et pareil pour le TRI, qui n'est pas le temps de retour sur investissement, hein, c'est une autre notion. Donc, c'est le taux de rendement interne. Donc, voilà, quand on parle de TRI, oubliez le taux de retour sur investissement. C'est vraiment de faux amis que tout le monde a en tête, enfin, que beaucoup de gens ont en tête. Et du coup, des fois, on se marche un peu sur les pieds parce qu'on parle pas le même langage. Donc, c'était important là, de remettre aussi un peu les termes dans le bon ordre. Donc, voilà. Donc, la CAF, la vanne et le TRI, taux de rendement interne. Du coup, Johan, je te passe la parole pour parler de ces indicateurs. Et après, vous inquiétez pas, on va aussi vous donner plein d'exemples. Donc, je reprendrai ça avec vous. On va faire beaucoup d'exemples. À toi, Johan. Ok, merci Eric. Je te laisse changer des diapos, c'est ça? Tout à Ouais. fait. Ok, super, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, en préambule, je tiens à souligner que je ne suis pas un expert comptable ni financier. Tout ce que je vais vous dire, bah, vais le reformuler avec mes mots, hein, c'est mon expérience. Et puis aussi, c'est issu de quelques formations que j'ai suivies et que je vous inviterai à suivre de toute façon pour approfondir si vous le souhaitez. Les formations d'ailleurs d'énergie partagée sont pas mal aussi ce sujet avec Erwan. Donc la capacité d'autofinancement, donc c'est un indicateur qui est issu effectivement du compte de résultat. Alors, on ne va pas parler forcément de trésorerie tout de suite, et ce qui ne va pas être le cas de la vanne et du TRI. La vanne et le TRI étant des indicateurs plus d'ingénierie financière, mais globalement, ces trois-là vont vous permettre de savoir en fait à quoi sert la production d'énergie renouvelable, et est-ce que c'est intéressant d'y aller, et comment on peut se situer par rapport aussi à d'autres projets, qu'ils soient d'énergie renouvelable ou autres. Voilà, donc l'ACAF, c'est l'indicateur comptable finalement du financement des activités de l'entreprise, des activités courantes. Ce terme-là est important parce que on va considérer que, eh bien, effectivement, au 31 décembre de chaque année, on fait, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une photo de l'entreprise. Bon, ben voilà, ces activités courantes qui sont présentées, et on a, du coup des ressources, on a, des charges, et effectivement l'entreprise doit financer, ben, ces investissements qui sont, actuels et qui sont à venir. Elle doit rembourser ses dettes, elle doit payer ses fournisseurs et livrer des dividendes. Donc la CAF, la capacité d'autofinancement va permettre effectivement d'identifier, tous les flux de trésorerie dont on dispose, et ceux, dont, on va disposer, dont on est à peu près sûr et dont on est sûr qu'on va disposer. C'est-à-dire que, c'est des produits qui vont en dehors, d'un simple somme charges et produits, de chaque année, vont, arriver, dans l'entreprise, par exemple des charges exceptionnelles ou des produits exceptionnels, ou des, comptes courants d'associés qui vont arriver ou qui vont être à décaisser. Donc ça va nous permettre en fait vraiment d'identifier, toute la trésorerie, théorique dont on dispose, sur la base encore une fois de l'activité courante de l'entreprise. C'est pas forcément lié à, non, enfin on va difficilement utiliser la CAF, si, pour prévoir notre trésorerie disponible, si effectivement on est plutôt en capital variable et que on sait qu'on va avoir, du capital qui va arriver ou des chiffres, d'affaires supplémentaires qui sont susceptibles d'arriver parce qu'on va mettre en service, ou on va investir et mettre en service, dans les années qui viennent, de nouvelles grappes, de nouvelles toitures photovoltaïques. Donc c'est vraiment sur la base d'une photo, encore une fois j'insiste sur une photo, de l'activité de l'entreprise. Donc pour la calculer, la CAF, c'est relativement simple. On reprend la notion d'excédent brut, d'exploitation, qui a été fort bien détaillée, lors des derniers webinaires, et donc on le met en place. Donc c'est globalement effectivement la différence entre les charges et les produits, de l'année. On va y ajouter, les produits qui sont encaissables, donc qui sont en dehors de l'EBE, donc notamment les produits, exceptionnels, des produits financiers, et puis, des charges, et on va déduire ça des charges qui sont décaissables, c'est indiqué sur la diapositive. Voilà, donc c'est un ratio, qui, va nous permettre, du coup, enfin un indicateur pardon, qui va nous permettre aussi de proposer d'autres ratios. Par exemple, la CAF par rapport au chiffre d'affaires. Donc effectivement, c'est un indicateur intéressant pour voir, si on est performant
sur, notre capacité à produire, à produire de la trésorerie par rapport, à la production globale de notre entreprise, quoi. Et pareil aussi, forcément, par rapport aux dettes financières. Il y a toujours cette, notion-là, si on a contracté des emprunts, et voir si, notre capacité, de trésorerie, enfin nos flux de trésorerie, sont, suffisants. Mais, là-dessus, on préférera le DSCR, hein, comme, on l'a dit, voilà, vous l'avez vu, précédemment, pour, évaluer, la capacité réelle, de notre projet, de notre entreprise à, à financer, ou à refinancer ses dettes. Voilà, donc pour la CAF, DSCR, beh, le DSCR, oui, je vois une question, sur la conversation. DSCR, c'est, le ratio du service, ratio de couverture du service de la dette. C'est en fait la capacité à finalement rembourser, ses emprunts par rapport à l'activité, de l'entreprise, et du projet. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais c'est, dans les précédents webinaires que ça a été, détaillé. Heu, c'est bon peut-être pour, cet indicateur. Tu veux ajouter des choses, Eric, ou quelqu'un? Non? OK. C'est bon pour moi. Je te passe, attends, parce que j'ai l'outil conversé qui revient devant et je n'arrive plus à passer les slides, excuse-moi. Ah. Non, C'est mais bon. c'est bon, on est Arrête, sur la valeur actuelle nette. Voilà, alors VAN ou valeur actuelle ou valeur actualisée nette. Alors ça, c'est une notion qui est super importante. Et c'est une notion qui, enfin pour moi est fondamentale pour, évaluer, la rentabilité d'un projet. Heu, en fait, c'est l'idée de la somme, des entrées et des sorties, de trésorerie, donc des flux de trésorerie, sur la durée de vie, d'une installation. Alors on va parler, d'abord effectivement de la vanne actuelle nette de la valeur actuelle nette d'un projet. On parlera après, des fonds propres et aussi, de l'entreprise. Mais en l'occurrence, si on considère par exemple une installation, photovoltaïque, effectivement, on va avoir des entrées, d'un côté, tous les produits, issus de la vente et puis, toutes les charges associées. Donc en fait, on va considérer les flux de trésorerie. On va pas être sur une base comptable, on va être vraiment sur des flux de trésorerie et la somme de ces flux de trésorerie, sur la durée de vie, de l'investissement, en fait, va devoir être forcément, positive. Mais il faut bien sûr intégrer au départ le coût de l'investissement, c'est-à-dire, ce qu'on a vraiment décaissé, pour investir. Donc on va considérer un décaissement initial qui est l'investissement total, lié au projet et ensuite on va sommer, d'un côté, les produits, de l'autre côté, les charges. Mais évidemment, c'est pas comme ça, enfin la vie serait trop facile, c'est pas comme ça, qu'on va, calculer réellement la valeur produite, du projet. Pourquoi? Parce que, effectivement, on aurait une, une enfin une vision relativement tronquée parce que on va en fait, finalement, le coût de l'argent va évoluer et on a un coût aussi associé à l'emprunt qu'on est susceptible de faire pour, réaliser, l'investissement. Donc il y a un taux financier lié à l'emprunt et puis il y a aussi, un taux, de rentabilité souhaité, que l'on a nous, par rapport, aux fonds propres, c'est-à-dire par rapport vraiment au capital, par exemple, qu'on a mis sur ce projet. C'est-à-dire que, ben, voilà, le projet, en lui-même, enfin la toiture, elle va devoir générer bien sûr, des entrées et sorties. La somme des entrées et sorties, doit être positive, mais non seulement elle doit être positive, mais elle doit, être positive par rapport, à ce que, on va avoir nous comme exigence sur la rentabilité de nos fonds propres, de l'euro qu'on investit. Évidemment par rapport au coût, de l'emprunt qu'on a contracté, si on en a contracté un et puis, effectivement du risque aussi qu'on va y associer,
par rapport au fonctionnement global de notre installation. Imaginons un tremblement de terre un risque de tremblement de terre, par exemple. S'il y en a eu quelques-uns autour de l'installation, ben, c'est pas forcément toujours quantifiable ça, et ça va être cette notion de risque qui va être appréhendée, mais on va revenir un peu plus sur le taux d'actualisation. Donc la vanne, elle va intégrer ce qu'on appelle ce taux d'actualisation qui n'est pas le taux d'inflation. Je vais revenir plus précisément sur ce sujet-là. Mais voilà, elle va intégrer l'ensemble de ces entrées et sorties. Donc, d'un côté positif, évidemment, les entrées, de l'autre négatif, les sorties, sur la durée de vie de l'investissement. En réalité, on va toujours, dans tous les indicateurs que l'on va utiliser là, on va toujours fixer une durée. On peut comparer des projets entre eux ou des indicateurs entre eux, s'ils sont sur la même durée. Donc on va là, en base, par défaut, on va considérer la durée de vie, de l'installation, de l'investissement en réalité, mais on peut très bien dire, ou se poser la question de la valeur actuelle nette à 10 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 30 ans. Voilà, c'est en fonction du délai, enfin de l'horizon que l'on se fixe, par comparer, le projet par rapport à d'autres, par exemple. Donc, la vanne, vous comprendrez bien qu'elle doit être, sur un projet, forcément, supérieure à 0. Elle doit être supérieure à 0 sur la durée, considérée. Parce que c'est la somme des entrées-sorties dans laquelle on va affecter ce coefficient-là, ce taux d'actualisation, et donc, elle doit être supérieure à 0 sur la durée de vie considérée. Si une vanne est négative, c'est-à-dire qu'elle ne va pas générer assez d'argent par rapport, à ses flux de trésorerie et par rapport aux exigences que l'on a, sur les, sur le risque et sur, la rentabilité souhaitée. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Est-ce qu'il y a un souci ou tout va bien? Il y a quelqu'un qui n'a apparemment plus de son? Heu, bon. Eric, tu m'entends? Oui, c'est un problème isolé, je pense, parce D'accord. qu'on t'entend très bien. OK, merci. Du coup, numériquement, voilà, je l'ai dit, c'est la somme des entrées et sorties sur la durée du projet, à laquelle on va affecter ce taux d'actualisation. Heu, une vanne est strictement supérieure à 0 et là, ça commence le projet, l'installation commence à être, du coup, positive, et on va considérer la suite. Merci de passer à la diapositive suivante. Donc, le taux d'actualisation. Eh bien, il va dépendre effectivement d'un certain nombre de paramètres, financiers, économiques, mais c'est aussi un choix éthique, au fond, et un choix politique. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Donc, comment est-ce que on calcule le taux d'actualisation? Alors moi, je vous invite à le faire, à essayer de le faire, bon, sachant que préalablement, là, si vous voulez calculer la valeur actuelle nette, vous allez dans Excel ou dans OpenOffice et il y a cette formule VAN égale, vous tapez égale VAN et entre parenthèses, vous indiquez le taux d'actualisation et puis ensuite vous saisissez donc c'est une ligne associée au flux de trésorerie annuel de l'entreprise. Donc ça va vous donner une valeur, c'est en euros bien entendu, puisque c'est la quantité d'argent qui est produite sur cette durée, par rapport au taux d'actualisation. Mais ce taux d'actualisation, lui, il faut quand même le calculer un petit peu. C'est pas Bisto des Nas, comme on dit par ici. C'est pas voilà, selon le vent. En réalité, il dépend de plusieurs facteurs très concrets. Alors, pour nous, on va principalement dans nos projets, on va se situer sur ce qu'on appelle le coût moyen pondéré des ressources en capital. C'est-à-dire, j'y ai fait référence un peu tout à l'heure, vous investissez 1 € que ce soit une coopérative d'intérêt collectif ou que ce soit dans une SAS classique, bah, vous avez toujours un minimum envie de ne pas forcément perdre de la valeur sur cet euro. Vous n'avez pas forcément envie d'en dégager voilà, 200 au bout de 2 ans à partir de l'euro investi, mais vous allez dire, ouais, bon, j'aimerais bien, si jamais j'en ressors, au moins, d'en ressort dans 5 ans, dans 6 ans, au moins ressortir avec au moins le même euro, voire 1,01 €, quoi. Donc, vous allez de fait poser une exigence que votre coût de capital, donc le capital, votre part sociale, elle va au minimum devoir être rémunérée
en tout cas avoir une valeur qui va être constante et donc qui va au moins se baser sur l'inflation. Voilà. Donc ça, c'est généralement le minimum que l'on indique dans nos calculs. Effectivement, sur un investissement donné, si vous y mettez un certain pourcentage en capital, eh bien, vous allez devoir au minimum ce capital le rémunérer à peu près l'inflation au minimum. D'autres vont dire, bah non, nous c'est 3%, d'autres, nous c'est 5%. Et c'est là aussi où on va toucher à l'éthique, forcément, et aux considérations économiques. C'est que si ce sont des personnes morales qui investissent, sur des entreprises notamment, ben, elles ont une valeur, ces entreprises, ces personnes morales, elles ont des valeurs économiques, financières, qui leur sont propres et donc vont poser des exigences de rentabilité par rapport au capital qu'elles vont investir dans votre entreprise, en tout cas dans le projet que l'on vise. Donc, forcément, le coût moyen pondéré des ressources en capital, ben, c'est déjà la quantité de capital que vous mettez, donc de capital, c'est-à-dire de part sociale que vous mettez dans le projet. Sur 100, une valeur de 100, vous allez mettre par exemple 20 en part sociale, et bien en capital, et ce qui va être affecté avec un taux de minimum d'enregistrement par exemple de l'inflation. Oui, alors là, je reviens un petit peu. Oui, voilà, tu fais référence, Eric, au fait qu'effectivement, on a souvent un levier de la dette sur un investissement. Sur un investissement, on va chercher 20 à 30% de fonds propres et quasi-fonds propres. Donc les fonds propres, on est d'accord, ce sont les parts sociales, le capital. Les quasi-fonds propres, ça vont être par exemple des prêts long terme qui sont faits par les sociétaires actionnaires à l'entreprise. Et puis 70 à 80%, c'est ce qu'on appelle donc ce ratio de la dette là, qui va être une dette finalement bancaire, généralement bancaire avec un taux. Est-ce qu'on pourrait revenir à la diapositive précédente? Voilà, merci. En fait, donc, on a le taux des rentabilités souhaitées fois le pourcentage du capital par rapport au total, c'est-à-dire l'investissement. Mais on a vu tout à l'heure, enfin précédemment juste, il y a effectivement un certain pourcentage d'emprunt sur l'investissement total qui a un taux lui aussi. Donc, même si les taux sont bas aujourd'hui, ben, il faut appliquer ce taux, ce volume d'investissement enfin, qui est financé grâce à l'emprunt. Et puis, éventuellement, on a d'autres dettes qu'on a vues, les comptes courants d'associés, par exemple, et du coup, eux aussi ont une durée d'ailleurs et un taux. Et donc, il va falloir bien intégrer le taux des CCA et leur pourcentage par rapport au financement global de l'investissement. Donc, le coût moyen pondéré des ressources en capital, c'est, vous avez la formule, donc le taux d'emprunt fois le pourcentage d'emprunt, plus le taux des comptes courants d'associés fois le pourcentage des comptes courants d'associés, plus le taux de rentabilité souhaité, donc du capital, fois le pourcentage de capital, divisé par le total, c'est-à-dire l'investissement, c'est-à-dire la somme de l'ensemble de ce que l'on va investir, donc en compte courant, plus emprunt, plus capital. Du coup, ça, c'est le taux d'actu. Oui, pardon? J'ai fait deux, trois exemples pour bien compléter que je t'avais pas encore partagé. Donc, je reprends la main juste pour deux, trois petits Bien exemples sûr. Ouais. sur le coût moyen pondéré des ressources en capital. Donc là, je vous ai mis des différents tableaux. Donc, par exemple, si on fait un investissement, on fait 100% de capital sur 100 000 euros, et puis on se dit notre ambition, c'est que ce capital soit rémunéré à 3%. Sur 20 ans, ça va nous coûter du coup chaque année 3 000 euros. Sur 20 ans, ça va nous coûter 60 000 euros. Et du coup, ça nous fait un coût moyen du capital de 3%, puisque là, il n'y a qu'un seul acteur. Si on fait la même chose en dette bancaire, donc on emprunte 100% de l'argent, alors c'est théorique, hein, parce qu'il n'y a pas de banque qui va nous prêter 100% de l'argent, mais c'est bien juste pour voir les chiffres. Ça va à 2,4, ça va nous coûter moins cher puisque chaque année on va rembourser une partie du capital, donc les intérêts vont être dégressifs et au total ça va nous coûter 20 260 euros, ce qui nous fait un coût moyen pondéré du capital sur les 20 ans de 1,1%. Du coup, après, je vous fais des petits mix pour voir les différents, ce qu'on pourrait obtenir. Donc, si on se dit qu'on met 30% de capital, ce qu'on avait sur cette diapo ici, si on se dit, voilà, on a amené 30% de fonds propres,
ce qui est assez souvent le cas dans les grappes PV en tout cas. On peut aller un peu moins, mais c'est souvent ce qui est demandé par les banques. On va avoir du coup un coût moyen pondéré du capital de 1,33 si on a emprunté à 1,5 et de 1,61 si on a emprunté à 2,4. Ce qu'il faut voir, c'est que du coup, la dette bancaire, elle n'a pas le même poids dans ses ressources, puisqu'elle est déjà sur 15 ans. Et en plus, on rembourse une partie du capital au fur et à mesure. Donc, le total des intérêts, il est moins élevé que ce qu'on voudrait extraire de capital. Je vous mets un dernier exemple. Par exemple, si on s'était passé des banques et on s'était dit, voilà, on met 10% de capital et le reste, les gens, ils viennent tous en CCA prêter de l'argent à la société à 2%, ça nous ferait un taux moyen de 1,80. Donc, voilà un peu ce qu'on va pouvoir calculer avec ce coût moyen pondéré des ressources en capital. Et ce calcul, il est en lui-même intéressant pour voir un peu, notamment là, on le voit sur ces slides, quel impact va avoir le taux d'emprunt sur le coût moyen pondéré du capital. Ouais, super, merci de ces exemples. Bon, alors après, juste une petite remarque sur la dernière diapo, c'est qu'un compte courant d'associé sur 20 ans, c'est rare, mais bon, ça peut effectivement exister. Du coup, voilà, donc le coût moyen pondéré des ressources en capital, c'est vraiment la base du calcul du taux d'actualisation. Après, effectivement, on va ajouter là-dessus d'autres coefficients, d'autres éléments qui sont associés alors, un niveau de risque que l'on va estimer. Alors, par exemple, la confiance qu'on peut avoir, qu'elle soit rationnelle ou irrationnelle d'ailleurs, dans le matériel. Dans la stabilité économique globale. Imaginons qu'on est, enfin nous, a priori, les contrats de vente en obligation d'achat sont calés sur 20 ans, très bien, avec un taux spécifique, mais imaginons qu'il y ait une détention politique très forte sur le pétrole et sur l'électricité, ou une centrale nucléaire vient à faire défaut, et bien à ce moment-là, on va avoir vraisemblablement, on aura des grands chambardements sur la réglementation et même peut-être rétroactivement. Voilà, donc on a un cadre qui est relativement stable en France, qui est relativement cohérent. C'est ce qu'ont cherché notamment les législateurs pour sécuriser le développement quand même du photovoltaïque en France. Mais par contre, il y a toujours un risque. Et ce risque-là, on va choisir de l'indiquer ou pas. Alors moi, personnellement, dans les calculs que je fais, effectivement, je calcule le coût moyen pondéré des ressources en capital et j'y ajoute généralement un point, voire un demi-point, parce que je me dis, ben, c'est une marge de sécurité, on ne sait jamais. Et je vais demander en fait au projet que je considère de générer un peu plus d'argent. Parce qu'effectivement, souvenez-vous, ce taux d'actualisation-là, je l'affecte à l'ensemble de mes entrées-sorties, de façon à ce que l'ensemble de mes entrées-sorties, donc la vanne, puisse être positive à la durée que je vais considérer. Donc, je vais demander en fait à ce que mon projet soit un peu plus rentable, enfin, génère un peu plus de cash, parce que j'estime qu'il y a quelques risques, même s'ils sont minimes, notamment dans le photovoltaïque, notamment dans nos projets. Voilà pourquoi aussi, hein, c'est un peu particulier, on ne va pas chercher des taux d'actualisation, quoi qu'il en soit, très élevés dans le photovoltaïque, dans nos projets d'énergie renouvelable, en tout cas à notre niveau, parce que d'une part, on a des actionnaires souvent en coopérative ou même en SAS qui sont là pour le long terme, qui sont relativement militants, pardon, militants, qui sont là pour la durée, qui veulent avoir du sens dans leur épargne. Donc, ce n'est pas que des opportunistes, bien sûr. Donc, ça, c'est un état d'esprit particulier. Donc, c'est relativement sécurisant pour un projet. Et du coup, on va avoir des taux d'actualisation qui sont relativement faibles, d'autant plus que ces personnes-là, généralement, disent, OK, ben, comme je disais tout à l'heure, veulent pas perdre d'argent, bien entendu, veulent en gagner un petit peu, mais ne sont pas là pour ramener, comme on peut le constater dans l'industrie, par exemple, du 15% par an en termes de TRI.
on va creuser un peu sur le TRI tout à l'heure, mais vont demander à des projets d'être rentables, de générer effectivement du cash, mais de manière tout à fait raisonnable. Voilà. Il faut savoir que le taux d'actualisation pour effectivement l'industrie, sur des projets, ça va être du 12, 13, 14%, peut-être plus des fois. Pour nous, on va plutôt se situer sur voilà, du 3, 4% au grand maximum. Voilà, moi, c'est ce que j'ai constaté. Alors, ça dépend le type de projet, mais en l'occurrence, pour les grappes photovoltaïques, on est plutôt sur voilà, du 3% en général. Donc, le taux d'actualisation, on l'a vu, il définit en fait notre van, notre capacité, enfin notre vision aussi de la rentabilité du projet. Et il faut quelque part aussi le comparer. Le taux d'actualisation, à la rentabilité interne du projet. Alors, le TRI, le taux de rendement interne, le taux de rendement interne du projet, c'est le taux pour lequel la vanne est nulle, c'est-à-dire on arrive à l'équilibre effectivement sur la durée considérée. Donc, on va le comparer avec notre objectif de rendement, on va le comparer avec le taux d'actualisation, forcément. Un TRI positif, c'est super. Un TRI de 3%, c'est génial. Mais si votre taux d'actualisation il est à 3%, mais en fait, ça ne veut rien dire. Ça veut simplement dire que votre vanne est égale à 0 au bout de la durée considérée. Donc, si vous considérez 20 ans, vous avez un TRI de 3%, ouais, super. Mais si votre taux d'actualisation il est de 3%, en fait, votre projet n'est pas rentable. En tout cas, il est juste à l'équilibre. Donc ça, c'est important parce que c'est un indicateur, le TRI, bien sûr. Il doit être supérieur au taux d'actualisation. Voilà. Donc le TRI, c'est important avec la vanne. La vanne étant pour moi fondamentale, le taux d'actualisation et la vanne étant fondamentaux, pardon, le TRI étant très important aussi. C'est souvent de ça dont on parle. Oui, combien tu sors, toi, sur ce projet? Je vais sortir 3%. Voilà, on parle du TRI, on ne parle pas du taux d'actualisation, on ne parle pas de la vanne. On devrait parler effectivement plus souvent du taux d'actualisation de la vanne. Donc le TRI, c'est commun. Et surtout, c'est qu'en fait, on confond généralement le TRI. On parle souvent du TRI projet. On parle souvent, en moins souvent du TRI fonds propres. Or, quand on dit cette expression combien il sort ton projet, en réalité, et quand on répond 3%, en réalité, c'est pas précis comme question et c'est pas précis comme réponse. On devrait dire combien ton TRI projet sort. Mon TRI projet sort du 3%. Et je ne devrais pas répondre je suis capable de faire du TRI fonds propre à 3%. C'est différent. Pourquoi? Parce que le TRI projet, c'est l'investissement total. On va considérer en fait pour le coup une approche qui est liée au projet en lui-même, c'est-à-dire à l'installation propre. Et bien sûr, mais sans considérer que on va faire appel à la banque, au levier bancaire, ni d'ailleurs aux subventions. On va considérer que un projet coûte, par exemple, un 9 kg va coûter 15 000 euros, très bien. Je vais sortir mes 15 000 euros en capital, en fonds propres, directement. Donc, je vais vraiment sortir mes 15 000 et je vais voir, effectivement, à partir de là, donc c'est valable pour la vanne, bien sûr, je vais voir combien cet investissement me sort en valeur, en trésorerie, au bout de la durée considérée, au bout de sa durée de vie. Donc là, je considère vraiment le projet. Et je vais calculer ma vanne, forcément, mon taux d'actualisation de ma vanne, par rapport à ça. Et mon TRI va m'indiquer le taux pour lequel ma vanne est supérieure à 0 dans le cas de ce projet et dans le cas de cette configuration financière, c'est-à-dire où j'ai sorti l'intégralité de mes fonds par cet investissement. Donc là, je ne considère pas l'emprunt bancaire. Je considère juste que j'ai mis finalement l'intégralité de cet investissement avec mon argent. Donc, c'est important. Éventuellement, l'argent que j'ai mis va générer la même année un chiffre d'affaires, donc un excédent brut d'exploitation. Donc, je vais forcément ajouter en fait cette EBE sur l'investissement.
et je vais faire le calcul de ma vanne, etc. Et je vais donc avoir mon TRI projet sur cet investissement. Maintenant, si je considère que j'ai de l'emprunt, si je considère que, par exemple aussi que j'ai une subvention, bah, je vais pouvoir dire bah non, en fait, j'ai pas mis 100% d'investissement sur ce projet, j'en ai mis que 20%. Donc certes, les 80% de la dette vont avoir un coût, mais beaucoup moins que si moi je décaissais directement l'intégralité de l'investissement. Donc c'est ce qu'on appelle pour le coup l'approche fonds propres, l'approche actionnaire. Et effectivement, vous comprenez bien que si je mets 2 euros au lieu de 10 pour un investissement qui en vaut 10, bien je vais avoir forcément un décaissement propre à moi qui est moins important. Et par contre, mon projet, lui, il a une certaine rentabilité qu'on a calculée précédemment. Et ce projet-là va m'amener donc une rentabilité sur mes fonds propres. Et c'est ce qu'on appelle le TRI fonds propres, qui en fait, se calcule de la même façon, mais en ne prenant en compte que finalement ce que l'on a réellement décaissé, c'est-à-dire les fonds apportés indirectement par nos actionnaires, par les investisseurs. Alors, on peut considérer bien sûr la vanne sur le projet, la vanne sur le fonds propre, donc le TRI sur le projet, les TRI sur le fonds propre, toujours en considérant une durée bien définie. Et également, on va pouvoir considérer la vanne sur la société globale. Si on a une coopérative qui a plusieurs projets, ben donc on va finalement cumuler tous ces indicateurs, enfin, toute cette rentabilité sur la société qui a un coût de fonctionnement, etc. Et pareil pour le TRI. TRI projet global, TRI fonds propres global, ici pour la société. Est-ce que c'est clair dans ce que je vous dis? Il y a des questions peut-être, je n'ai pas regardé. Alors, pas de questions pour le moment. Il y a une question, mais on y vient dans les exemples, donc ça va répondre rapidement. Si vous avez des questions, c'est le moment, là, vous pouvez en poser 2-3. Et après, je passe sur des exemples pour montrer justement des calculs de TRI, de vannes, etc. Est-ce que ça a été clair? Il y a des besoins de clarification dans ce que je vous ai dit? Alors, quelle est la différence entre la vanne vis-à-vis des TRI projets ou fonds propres et la vanne vis-à-vis du taux d'actualisation? Alors, en fait, le TRI, c'est le taux d'actualisation, enfin, c'est le taux pour lequel la vanne est nulle. Ouais, Donc, en fait, exactement. c'est le moment, l'année sur laquelle le taux d'actualisation est égal au TRI. Oui, exactement. Alors, je ne suis pas sûr quand même de comprendre la question. Bon, je pense que ce sera plus clair dans les exemples. Ouais, ok. Adrienne, je t'invite à garder la question et avec les exemples à la reposer peut-être à la lueur d'un exemple, ce sera beaucoup plus clair, j'ai l'impression. Ok. Du coup, je passe aux exemples pour éclairer tout ça et ensuite on refera un tour de questions pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Du coup, pour les exemples, je suis reparti de la même grappe PV que ce qu'on a vu précédemment. Donc avec 6 installations, 3 en 2018, 3 en 2019. Je vous remets les chiffres, donc ils sont volontairement simplifiés. C'était pour faciliter les calculs, pour les mouliner plusieurs fois dans différents sens. Voilà, donc je vous mets les chiffres, vous pourrez les reprendre après. N'essayez pas d'aller refaire les calculs, de les valider ou les invalider, ça sert à rien, ils sont forcément un petit peu faux. L'idée, c'est bien d'avoir les grands principes. Donc, sur nos 36 kilos, on a du 40 000 euros d'investissement, 2 000 euros de raccordement, et à chaque fois, on a fait 30% de fonds propres et 70% d'emprunts à de 4 sur 15 ans. Donc, c'est les taux de la nef, c'est pour avoir un exemple, avec un remplacement d'onduleur au bout de 10 ans qui nous coûte 4 000 euros. Vous avez les chiffres également pour le 100 kW. Et du coup, là, on va regarder premièrement sur un projet ce que ça donne. Donc, attention, là, ça va piquer un petit peu les yeux chez vous. Faut se rapprocher un peu de l'écran. Je suis désolé, je vois pas trop comment faire pour afficher des chiffres sur 20 ans sans être obligé de dézoomer comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, c'est vraiment les tableaux de trésorerie. On avait repris ici donc les chiffres d'affaires, moins toutes les charges.
moins les impôts directs, mais il n'y en a pas sur les installations photovoltaïques. Là, on est bien sur un projet PV et on ne regarde pas les coûts indirects de la société. On est vraiment sur le projet en lui-même pour pouvoir comparer 2 ou 3 projets entre eux. Quand vous faites une grappe, il peut y avoir 2 projets très rentables et puis un qui est vraiment pas bon. Du coup, si on fait un dézoom et qu'on regarde les ratios des 3, on va se dire, finalement, c'est une grappe pas très intéressante. Je sais pas si on va y aller. Et si on zoome un petit peu, on va se rendre compte qu'il y a 2 très bons projets et un projet qui était très mauvais. Et du coup, on pourrait exclure ce troisième projet. Enfin, en tout cas, il faut aller voir, il faut aller zoomer à ce niveau-là pour pouvoir se dire, en fait, voilà, il y a juste un projet qui nous gêne. Celui-ci, on le réalise pas et on fait les autres qui, eux, sont viables. Voilà. Donc là, on est bien sur un projet et on est sur un projet avec un ensoleillement plutôt favorable, donc plutôt dans le sud et sans subvention. On verra après d'autres cas en fait avec des ensoleillements moins favorables sans subvention et moins favorables avec subvention. Donc ici, notre TRI, on l'a calculé ici. Donc on a calculé 2 TRI et 2 vannes. Le TRI projet, donc vraiment qu'est-ce qu'a coûté l'installation. Donc on l'a vu tout à l'heure, ça a coûté 42 000 €. Donc on a en moins 42 000 € et après on a tous les flux de trésorerie positifs générés chaque année qui vont s'additionner. Et au bout d'un moment, quand notre trésorerie, on va avoir en fait remboursé le projet. Donc ça, c'est ça qu'on va appeler le temps de retour sur investissement. C'est cette partie-là. Et on va avoir après du coup le TRI qui va commencer à augmenter. Donc au début, il va être très faible. Et puis plus ça va aller, plus il va augmenter. C'est pour ça on est vraiment dans des projets avec des forts investissements initiaux qui ont des durées de retour sur investissement qui sont longs. Donc c'est vraiment du capital qui doit être patient. Donc là, sur ce projet-là, on arrive à un TRI qui est correct, qui est à 6. Et on voit que notre vanne, donc là, le taux d'actualisation dans le calcul que j'ai fait, il était à 1. Notre vanne, elle redevient positive quasiment en même temps, puisque le taux d'actualisation là que j'ai mis, il est faible. Et il redevient positif quasiment en même temps que la trésorerie réelle. Si on met un taux d'actualisation à 5, et ben, le temps qu'il va falloir au projet pour rembourser ce qu'on a mis dedans, plus l'argent qu'on veut extraire de ce projet, il va forcément être un petit peu plus long. Donc voilà les cas qu'on va avoir. Et ensuite, je vous ai calculé aussi le TRI et la vanne fonds propres. Donc là, sur seulement les fonds propres qu'on a apportés. Donc c'est 30% des 42 000 € d'investissement total. Donc sur cela, du coup, on va donc il y a les fonds propres là qui sont enlevés et on voit ensuite les flux de trésorerie. Alors ils sont différents des premiers puisque sur le premier, j'ai pas pris en compte les emprunts puisque je regardais vraiment la capacité du projet à se rembourser lui-même, à rembourser l'investissement. Donc on était vraiment à comparer avec cette ligne-là, la trésorerie générée par l'activité. Et par contre, sur la partie fonds propres, et je vais avoir, du coup, plus cette ligne-là, mais vraiment la variation de trésorerie réelle une fois que j'ai remboursé les emprunts. Donc, c'est deux lignes de calcul qui sont assez différentes. Et du coup, on voit ici que le taux, le TRI pour les fonds propres, donc pour l'argent qu'on a placé dans ce projet, il est plus intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on verra un peu plus sur la partie financement dans le prochain webinaire. C'est grâce à l'effet de levier de la banque. Et donc là, on a pareil la vanne fonds propres alors là, du coup, il y a un petit repassage en négatif, c'est parce que il y a une année, on réinvestit les onduleurs. Donc c'est pas forcément, là c'est très théorique. On dit qu'on a tout réinvesti la même année, ça se trouve ce serait étalé sur 2 ans. Donc on n'aurait peut-être pas ces effets de repasser en négatif. Là c'est un peu caricatural, mais c'est bien l'idée qu'on veut montrer, c'est que sur la durée, on va avoir du coup la vanne qui redevient positive également. Avec là un taux d'actualisation de 1. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est la différence avec un autre projet, donc avec les mêmes coûts, les mêmes charges, mais avec un ensoleillement moins bon. Donc c'est vrai, j'ai fait varier qu'un paramètre pour que ce soit lisible, pour simplifier un petit peu. Vous voyez, donc on va avoir du coup le temps de retour sur investissement qui est beaucoup plus long. Là, on est passé de 10 à 14 ans, et surtout les TRI à la fin qui sont bien moindres. On va être ici mais même j'arrive pas à aller sur mon écran, 3,7, alors que sur le précédent, on arrivait à plus de 6. Donc voilà l'impact que ça va avoir. Et donc c'est comme ça qu'on pourrait comparer ces deux projets. Finalement, bon, alors tout le monde le sait, mais c'est plus rentable d'investir dans le sud de la France que dans le nord de la France en photovoltaïque. En tout cas, en vue actuelle des tarifs et de la façon dont l'État soutient
soutient le photovoltaïque en toiture. C'est pas nouveau, mais là, ça le montre bien. C'est ce TRI projet qui va nous permettre de comparer les projets entre eux. Et le TRI fonds propres, lui, il serait vraiment utile si on avait 12 600 € à investir quelque part et on se dit, est-ce qu'il vaut mieux les investir? Est-ce que c'est plus rentable de les investir dans du photovoltaïque en toiture ou dans du photovoltaïque au sol ou dans une éolienne? Là, c'est vraiment ce que ça va pouvoir nous montrer, c'est j'ai 12 000 €, je veux les placer quelque part, qu'est-ce qui va être le plus rentable? Alors, évidemment, dans nos projets citoyens, c'est pas le seul critère. Là, on parle vraiment que d'économique aujourd'hui, mais il y a d'autres critères qu'on partage tous sur le fait de produire de l'énergie renouvelable et pas seulement de produire des euros sur des euros investis. Donc, faut bien garder ça en tête et le TRI n'est pas le seul indicateur sur un projet. En tout cas, voilà, si on doit se dire pour produire de l'énergie renouvelable, qu'est-ce qui est le plus intéressant finalement? On se rendrait certainement compte que du photovoltaïque au sol ou de l'éolien serait peut-être plus rentable pour un euro investi que du photovoltaïque en toiture. Donc là, je reviens sur le projet avec 1000 kWh par kWh sans subvention et le même projet avec subvention. Donc là, c'est pareil. Du coup, on voit ici que la trésorerie qu'on a sortie, là, on a sorti les mêmes fonds propres. Par contre, on a emprunté beaucoup moins puisqu'on a eu 30% de subvention. Donc, on a beaucoup moins ici de remboursement d'emprunt. Et du coup, notre trésorerie, elle revient de beaucoup plus rapidement positive et on a des TRI qui sont bien plus intéressants. Donc ça, la subvention, elle a un impact très positif sur la rentabilité du projet. Par contre, on le verra après sur qu'est-ce qu'on va pouvoir extraire comme valeur de la société. Ça va être très différent puisque les subventions, quand on obtient une subvention, on ne peut pas redistribuer de dividendes avec les subventions qu'on a eues, donc on viendra les défalquer. Donc ça, on va le voir un tout petit peu après. Il y a une grande différence entre le TRI, ce qu'on peut théoriquement générer comme valeur avec l'entreprise, et ce que les sociétaires vont pouvoir toucher. Et notamment, ça va dépendre du type de société dans lequel on va se placer, des types de statuts. Donc ça, c'est l'image sur un projet pour pouvoir comparer des projets entre eux. Donc là, si vous avez une grappe de 10 centrales, ces tableaux-là vont pouvoir vous dire, OK, on a une centrale, on a 9 centrales qui sont sur des TRI à 5, 6, 7, et du coup, on se dit que ces projets-là, ils sont intéressants, ils sont viables, et on n'a pas de crainte sur ces projets. Et on a un projet qui est en fait à -1 ou qui est à 0. Et ce projet, on va peut-être l'écarter parce qu'en fait, il nous amène trop d'incertitudes et il risque en fait de nous faire perdre de l'argent et du coup de louper d'autres occasions d'investir dans d'autres projets qui seraient plus intéressants. Maintenant, on passe sur la vision sur la société au global. Donc voilà, là on est plus sur un projet, mais sur un ensemble de projets et aussi avec les charges fixes de la société. Donc, on est bien sur nos 6 projets qu'on a vus. Donc, on a investi dans 3 projets en 2018 et en 2019. Donc, vous voyez là les sorties en trésorerie d'argent. Et on a du coup notre BE qui va nous permettre notre BE de la société. Donc, alors avant, on a bien eu le chiffre d'affaires, toutes les charges des installations photovoltaïques, toutes les charges de la société et tous nos résultats, les résultats financiers et les résultats exceptionnels. Et on arrive ici à l'EBE avec donc vraiment la trésorerie qu'on a générée cette année-là dans la société. Et on va pouvoir du coup la comparer avec les investissements qu'on a réalisés. Donc on a eu une grosse phase d'investissement en 2018 et 2019. Et puis ensuite, petit à petit, on va générer la trésorerie et jusqu'à aller à rembourser l'équivalent de nos investissements. Et donc là, on va avoir le TRI qui va commencer à augmenter. Donc, on voit que là, déjà, il est bien différent, parce que tout à l'heure, on avait des TRI. Donc là, on est bien à 1200. Donc, si je reviens sur un projet, le projet sans subvention à 1200 kWh par kWh, on était sur des TRI à 6. Et ici, on se retrouve avec des TRI, du coup, à 3 et quelques, puisque on a une grande partie de la valeur qui a été utilisée pour couvrir les charges fixes de la société. Donc, ces charges fixes, elles vont pas augmenter de façon équivalente. Enfin, elles sont justement fixes et elles vont pas augmenter avec le nombre d'installations ou elles vont augmenter très peu avec le nombre d'installations.
Donc, plus on aura d'installations dans une même structure, plus les frais fixes seront mutualisés et moins ils pèseront sur la rentabilité de la société. L'expert comptable, qu'on ait une installation, 20 installations ou 30 installations, globalement, il ne va pas nous coûter beaucoup plus cher, en tout cas pas de façon proportionnelle. Donc, petit à petit, son impact sur le TRI, il va diminuer. Et donc, c'est toutes ces charges qui, en début de la vie d'une coopérative, d'une société citoyenne de grappe PV, pèsent lourd. Et puis, petit à petit, elles vont peser de moins en moins lourd. Donc, les tableaux que je vous montre ici, ils sont aussi à prendre avec des pincettes, puisque là, on a un truc très théorique où on a investi en 2018-2019 et puis on réinvestit pas plus tard. Donc, alors qu'on sait que c'est évidemment faux. En 2021, on va refaire des installations, peut-être en 2022, peut-être en 2023. Alors, on va avoir des nouvelles phases d'investissement qui vont venir diluer une partie des frais fixes et du coup améliorer la rentabilité. Donc, c'est toujours très compliqué de se dire, j'observe, je calcule le TRI de la société sur une première grappe, puisque je sais pertinemment qu'en fait, à long terme, il est faux, ce TRI. Donc, il faut vraiment garder ça en tête quand on fait ces calculs. Après, vous pouvez faire des pronostics justement en prévoyant qu'en 2021, vous allez faire 2,36 kg, en 2022, vous allez faire 100 kg, et vous pouvez du coup comme ça faire des estimations, voir quel impact ça va avoir sur votre rentabilité, votre trésorerie et votre résultat net, en sachant que vos hypothèses, du coup, elles sont plus vous faites des hypothèses de nouvelles installations éloignées dans le temps, plus ces hypothèses, elles sont foireuses. Donc, faut vraiment garder ça en tête. Mais donc, ici, on voit que sur notre grappe PV dans le sud, on arrive à des TRI projets, des TRI de la société qui sont de l'ordre de 3, un peu moins de 4%. Et par exemple, sur les TRI fonds propres, comme on a emprunté une partie, on a eu l'effet de levier de la banque, on va arriver à des TRI qui sont bien meilleurs, qui sont à 7,4%. Attention, ça ne veut pas dire que les sociétaires ont récupéré au bout de 20 ans 7,4% de leur investissement, puisqu'on va voir que selon les statuts, on ne peut pas rémunérer aussi facilement le capital. Est-ce qu'il y a eu des questions sur cette partie-là? Johan, est-ce que tu peux scanner les questions au fur et à mesure? Apparemment, on aurait de relever des questions sur le cas numéro 2. Le TRI fonds propre est plus faible que le TRI projet dans le cas numéro 2. Si c'est le cas, je ne sais pas. Je t'avoue que je n'ai pas tilté sur cette différence. Mais il faudrait regarder dans le cas numéro 2, effectivement, si le TRI projet est supérieur au TRI fonds propres. Et il y avait une autre question, s'il y a 100% de fonds propres, est-ce que le TRI du projet doit être égal au TRI fonds propres? Oui, la réponse est oui, sans ambiguïté. Voilà. Voilà. Donc ensuite, Adrien, peut-être que... Ouais. Alors là, du coup, il est en effet, dans le cas numéro 2, c'était le cas. On est sur quelque chose qui décolle pas du tout et du coup, les chiffres, on voit beaucoup moins d'écart. Et surtout, on est un emprunt à 2,4 à la nef avec par contre un taux d'actualisation qui est faible. Ça veut bien dire que les fonds propres, ils seront pas très très bien rémunérés. En fait, ils vont être rémunérés quasiment l'équivalent de ce que va être l'emprunt bancaire. Donc, quand on arrive dans ces situations-là, on commence à se poser la question, et c'est ce que certains projets le font, est-ce que ça vaut le coup d'aller emprunter de l'argent à l'extérieur, ou est-ce qu'il vaut mieux amener nous-mêmes tous les fonds propres? Alors, il y a il y a plein de réponses à ça. D'un point de vue purement économique, ça pourrait valoir le coup. Par contre, il y a aussi le point de vue de la mobilisation en local qu'il faut pas oublier. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher 100% des fonds propres sur chaque projet, ou est-ce que rapidement on va pas se dire finalement on a épuisé l'épargne disponible des gens qui veulent bien nous prêter. Du coup, voilà, à ce moment-là, il faudra peut-être se reposer la question d'aller chercher de l'emprunt, non plus pour faire levier et améliorer les ratios financiers, mais simplement pour avoir de la trésorerie disponible pour faire des nouveaux projets. Donc il y a vraiment ces deux questions qui vont être liées entre eux. Effectivement, dans ce cas-là, on voit qu'en fait, on a trop emprunté, et du coup, l'effet de levier qu'on recherchait n'existe pas. Et il faut du coup augmenter les fonds propres par rapport à l'emprunt. Voilà. Dans la logique rentabilité financière, c'est ça. Dans la logique mobilisation, des fois, on va avoir d'autres cas. C'est qu'on va pas avoir assez d'épargne, donc malgré tout, on ira chercher de l'argent à la banque. Après, dans certains projets, on va se dire, du coup, certains vont se dire, on réduit un peu la partie éthique
et on passe de la nef au profit d'une autre banque qui sera peut-être moins éthique, mais sur lesquels on va quand même réussir, nous, à faire nos projets qui se veulent éthiques. Donc voilà, il y a plein de questions qui vont être liées. Il n'y a pas que l'aspect économique, encore une fois, qui joue dans ces questions-là. Du coup, on revient sur les indicateurs sur la société en elle-même. Et je passe donc là de la société où on a un bel ensoleillement à une société avec moins d'ensoleillement. Et on voit ici que globalement, si on reste à ce stade-là d'investissement, eh ben, on a des TRI qui sont ultra faibles, voire enfin, quasi nuls. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui n'est plus rentable. On voit qu'à la fin, on devrait retrouver nos petits parce qu'on a retrouvé la trésorerie positive. Et encore, on n'a pas retrouvé la vanne. Donc là, une vanne à 1%, et ben, on n'a pas réussi en fait à rembourser le capital plus 1% par an aux sociétaires. Donc c'est quand même hyper dangereux. Là, on est sur une COP où on se dit bon bah il vaut mieux soit pas le faire, soit il faut garder à l'esprit que en 2020, 2021, 2022, on va faire d'autres projets qui vont venir améliorer ce ratio puisqu'on va venir absorber mieux les frais fixes. Mais voilà, là, ce projet-là, on voit, bah, sans subvention, il n'est pas viable. Donc, soit on le fait en se disant, bah, on prend le risque et on va faire d'autres projets par la suite qui vont venir améliorer cet état des choses. Soit on se dit, on ne fait pas le projet. Soit on se dit, on va voir les collectivités locales, la région, l'État, etc., pour d'un côté augmenter le tarif et ou obtenir des subventions. Et du coup, je vous le fais le cas ici avec subvention. Donc, si on a eu une subvention d'investissement de 30%, donc un système type soit ce qu'il y a en Rhône-Alpes où c'est 30% d'investissement, enfin 30% de l'investissement qui est en subvention d'équipement, soit sur le système 1 euro région, 1 euro citoyen avec du coup 30% d'apport des citoyens, 30% de subvention région et du coup le reste en emprunt. Bah ici, voilà, on retrouve quelque chose qui est déjà bien plus viable et qui va permettre du coup de développer le projet et de le pérenniser et d'attirer des personnes qui ne seront pas forcément très militantes au départ, mais en leur affichant un retour possible qui leur plaît, bah, ils vont peut-être venir investir dans le projet quand même si au départ l'énergie c'était pas leur truc. Donc là c'est pareil, c'est encore des décisions politiques et des débats en interne. C'est où est-ce qu'on va aller chercher l'épargne, combien et surtout avec ce combien d'épargne on a besoin. Est-ce qu'on est capable de le trouver auprès des seuls militants qu'on connaît ou est-ce qu'il faut trouver d'autres leviers pour aller mobiliser plus le grand public. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu ces TRI, notamment donc les TRI fonds propres, qui là semblent alléchants, on voit apparaître du 7%. Et bien en fait, c'est pas du tout ce qu'on va pouvoir sortir de la société, puisqu'il y a d'autres mécanismes, et notamment qu'est-ce qu'on a le droit de distribuer. Donc là, je garde le projet volontairement dégradé du 1000 kWh par kWh sans subvention. Eh bien, on voit que notre résultat net, même si on génère de la trésorerie, notre résultat net, il reste négatif très longtemps. Et puis, notre report à nouveau, lui, il reste négatif encore plus longtemps, jusqu'à ce qu'on ait finalement le droit jusqu'à ce qu'on ait un résultat net. Et donc, on commence à avoir le droit de distribuer des dividendes. Et donc, finalement, on voit ici que en SAS, donc là, vous avez la SS ou la SA classique, eh ben, on va pouvoir distribuer ces dividendes. Et divisé par les fonds propres qu'on a tous mis dedans, et ben on va avoir des taux ici, vous voyez, qui sont faibles et surtout pendant une grande période, on va rien pouvoir sortir de la société. Et ensuite, on va avoir des taux qui sont assez faibles. Donc finalement, c'est à comparer avec le TRI de 7% qui est généré par le projet. Finalement, ce qu'on va pouvoir en sortir en cash pour les actionnaires, c'est bien plus faible. Donc il y a bien une décorrélation entre les deux et il faut bien être conscient de ça. Donc, le seul calcul des TRI, il est intéressant pour savoir ce que va générer économiquement pour le territoire, en capacité de réinvestissement, etc. C'est intéressant, mais ce qui va sortir pour les sociétaires, et ben, dans une SA classique, ça va être SA ou SS classique. Là, on va être sur des taux qui sont bien plus faibles et surtout une grande période où ici, on peut rien distribuer. Donc, ce projet, il va pas forcément être intéressé grand monde. Il y a beaucoup, enfin, soit c'est des gens qui sont militants et qui vont s'intéresser à ce projet-là, disant on veut que ça sorte, on veut faire des projets, donc on est prêt à mettre de l'argent, même si ça nous rapporte quasiment rien. Et donc vous allez aussi avoir des effets, notamment de petites sommes investies. Quelqu'un est peut-être prêt à consentir à mettre 500 € d'épargne dans ce projet, purement parce qu'il veut que ce projet se réalise. Par contre, il sera peut-être pas capable de venir mettre 5 000 € dans votre projet parce que ça va être trop compliqué pour lui. Voilà. Donc, c'est bien des questions qu'il va falloir se poser.
Ensuite, si on est en SAS de l'ESS, il y a une partie qui est mise en réserve, donc il y a encore un peu moins de disponibilité pour les sociétaires. Et si on est en SIC, il y a une grande partie de mise en réserve. Donc là, c'est pareil, on va encore dégrader la partie distribuable. Et donc on arrive à des taux qui sont faibles. Et surtout, le TRI, c'est bien, on aurait sorti chaque année X%. Là, on a un grand nombre d'années où on sort rien du tout, et à la fin, on commence à sortir un tout petit peu. Il y a un temps très long qui s'applique. Donc voilà, cette grappe PV là, celle qui est modélisée ici avec cet ensoleillement, il est fort, enfin vraiment pas du tout, enfin il n'est pas du tout intéressant économiquement. Et donc il faut en être conscient quand on investit dedans, et il faut surtout permettre aux gens d'en être conscients en leur donnant les billes pour qu'ils puissent savoir dans quoi ils investissent. Et après, il y a un pari à faire, c'est que, encore une fois, on va pas s'arrêter en investissement aux 2 premières grappes des 2 premières années, mais on va continuer pour justement venir améliorer la rentabilité en venant diluer les frais fixes. Je passe sur les mêmes indicateurs, mais pour une société qui aurait du coup un 1200 kWh. Donc là, on est sur quelque chose qui va être bien plus favorable. Et avec du coup, si on est en SA classique, on va pouvoir sortir des dividendes plus intéressants, bien plus élevés pour les sociétaires. Si on a en SA SIC, on va arriver quand même sur des choses à 1-2%. Donc là, on est sur quelque chose qui est intéressant. Et j'ai un bug de diapo puisque je voulais aussi vous montrer les mêmes choses avec subvention. Alors, juste un instant. Je peux peut-être du coup prendre la main un tout petit peu en attendant que tu résolves ceci, juste pour dire qu'effectivement on peut comparer aussi différents projets en simplement en divisant la vanne sur une durée considérée par rapport à l'investissement initial. Donc si je prends mon projet, je vais avoir ma valeur actuelle nette, je la divise par l'investissement initial. C'est un indicateur qui s'appelle le TEC, et taux d'enregistrement du capital, et qui permet effectivement de comparer plusieurs projets entre eux, plusieurs types d'investissements entre eux. Et voilà, à partir d'une échelle de valeur, on peut savoir quels sont les projets les plus intéressants. Autre chose, effectivement, sur l'aspect dividendes et sur ce qu'on voit globalement dans les tableaux que nous présente Eric, c'est que quand même en grappe photovoltaïque, les projets sont certes solides parce qu'on a des toitures photovoltaïques qui produisent et le tarif d'achat est garanti. Bien sûr, il y a une érosion de la production. Mais à côté, il y a une indexation légère du tarif, donc globalement, ça composte plus ou moins et voilà, mais sauf qu'on s'aperçoit quand même, globalement, sur les grappes photovoltaïques, que c'est plutôt en fin d'année, fin de projet, pardon, 4-5 dernières années des projets, où on va générer le plus de valeur. Voilà. Les vannes, généralement, donc, sont positives assez tardivement, même si on a comment dire, des rentabilités des TRI ou des vannes positives, on va s'apercevoir que au final, si on reste sur les hypothèses de base initiales, nos projets sont relativement sensibles plutôt donc en fin de parcours. C'est-à-dire que c'est vraiment les dernières années où il va falloir, c'est là où on va générer de la valeur. Et donc, il va falloir être particulièrement attentif sur le suivi de la production, sur la maintenance et sur la qualité des installations, parce que c'est vraiment en fin de course que c'est là où on va générer le plus de valeur. Donc moi, j'apporte voilà, une vigilance là-dessus. Quand on se lance effectivement sur une grappe photovoltaïque, il faut bien sûr être conscient que les indicateurs, les hypothèses qu'on pose au départ vont de toute façon évoluer, que ce ne sera pas celles qui seront à la fin. Par contre, on a une certitude, c'est que c'est en fin de parcours que là, on va générer la valeur. Voilà, donc je voulais attirer cette attention là-dessus. Ah, du coup, juste avant de faire un premier passage sur le bilan, donc là, c'est la grappe PV avec 1000 kWh par kWh et sans subvention. Et du coup, c'est un peu dégradé, je m'en excuse. Je vous affiche le tableau de la même chose, mais avec des subventions. Et en fait, c'est pas plus mal. Donc,
sur la partie sans subvention, on voit ici qu'on arrive quand même à la fin à avoir des rendements qui sont faibles mais qui sont présents. Alors que sur la partie avec subvention, en fait, on va très longtemps avoir du coup des résultats exceptionnels liés à la subvention qu'il va se falloir du coup déduire des dividendes distribuables. Et du coup, on se retrouve avec, dans les cas notamment de la SAS, de l'ESS ou de la SACIC, avec en fait rien à distribuer, puisque on a déjà peu à distribuer. Ensuite, on vient enlever la déduction de subvention que vous avez là sur cette ligne. Et du coup, on se retrouve vraiment avec rien à distribuer. Donc, la subvention, même si elle va amener plus enfin, elle va améliorer la rentabilité de la société, bah, pour les sociétaires qui ont investi dedans, c'est pas forcément, enfin, c'est pas une bonne opération économique. Par contre, c'est une bonne opération pour le développement de l'énergie citoyenne sur le territoire et le développement de la production d'énergie renouvelable, puisque dans ces systèmes-là, on va avoir du coup une forte mise en réserve qu'on va du coup réinvestir pour faire des nouveaux projets. Encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, on est sur des cas très théoriques, là où on a investi les 2 premières années, puis après on s'est arrêté, ce qui n'est pas logique et ce qui se passerait pas en réalité. Par contre, tout ce qu'on peut dire aux sociétaires, c'est que, OK, en 2018 et 2019, on investit ça, et que si on arrête parce qu'il n'y a plus de mobilisation de bénévoles, eh ben, notre société, elle va vivre de cette façon-là et elle va rien rapporter, mais elle va pas perdre d'argent. Donc, soyez tranquille, entre guillemets, vous allez récupérer vos fonds à la fin, mais vous n'allez jamais gagner d'argent avec. Par contre, notre pari, c'est qu'on va continuer à développer des projets et du coup, on va trouver plus de rentabilité à la fin. Mais voilà, si on a fait que ces 2 projets-là, la seule chose dont on est sûr, c'est que voilà, on va avoir ces modèles économiques-là qui vont s'appliquer. La suite étant que les hypothèses sur le fait qu'on va réussir ou non à faire sortir des nouvelles installations. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que c'est des exercices théoriques sur lesquels il y a plein d'hypothèses aussi qu'on ne maîtrise pas totalement et principalement combien d'installations on fera l'année prochaine, l'année d'après et les années suivantes. Donc, voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'il reste des questions donc, sur la vanne, le TRI Alors, question de Marie-Laure. Est-ce que le démantèlement de l'installation en fin de vie est intégré dans ces calculs? Alors oui, il faut l'intégrer si dans les contrats qu'on a passés avec l'hébergeur, on a annoncé le démantèlement, et il faut le prendre en compte. Donc, on va faire des provisions notamment pour ça. Et on va du coup, ça va venir dégrader la rentabilité. Enfin, en tout cas, il faut le prévoir dès le départ dans le calcul de la rentabilité pour savoir si, une fois qu'on a démantelé, donc une fois qu'on a fini le projet, est-ce qu'il nous reste de la valeur ou est-ce que finalement toute la vie économique du projet a servi à payer le démantèlement, ce qui serait pas forcément très intéressant. Donc oui, ça va être pris en compte. Et question. Ouais. Effectivement, une question. Le coût les dernières années, qu'appelez-vous les dernières années? Peut-on prolonger la durée des projets pour prolonger la rentabilité, même après la fin du tarif d'achat? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Les dernières années, ce que j'appelle les dernières années, souvent, ce sont entre la 16e et la 20e année. On considère une période d'investissement de 20 ans, enfin, liée au contrat de vente d'énergie. Ces dernières années-là donc sont sensibles, je le redis. Effectivement, sur certains modèles, on va dire finalement la durée de vie des panneaux est beaucoup plus grande que 20 ans, donc on peut considérer par exemple 30 ans de fonctionnement. C'est ce qu'on fait, mais effectivement, il faut y affecter du coup un prix de l'énergie qui est très hypothétique pour le coup. Et c'est pour ça que, mis à part hors obligation d'achat ou sur du PV sol, aujourd'hui en toiture, on va pas souvent, enfin moi personnellement, je me projette pas, j'ai du mal à me projeter au-delà de 20 ans. Voilà, au-delà en tout cas de la fin du tarif d'achat. Si aussi il y a une autre question, l'ajout de nouvelles installations n'impactera, la question c'est, l'ajout de nouvelles installations n'impactera positivement que si elles sont globalement plus rentables. C'est une question. Alors en fait, l'ajout de nouvelles installations va impacter la rentabilité globale, effectivement, va en fonction de leur financement
ça va impacter sur le taux d'actualisation, ça va impacter sur le taux d'emprunt éventuellement, et du coup va impacter plus ou moins en fonction de la rentabilité aussi, la rentabilité globale de l'entreprise de projet. Donc c'est pas si évident que ça. En fonction de son financement, on va avoir effectivement moins d'impact. Et l'autre impact qui est automatique, et en fait, même si une nouvelle installation est un peu moins rentable que les précédentes, comme elle va venir cofinancer une partie des frais fixes, eh bien, ça va améliorer la rentabilité globale quand même. Ouais. Même si elle-même, elle était un peu moins rentable que les précédentes, elle va quand même cofinancer une partie des frais fixes et donc améliorer la rentabilité de la COP. Alors du coup, on est un petit peu hors délai. On fait un passage rapide sur le bilan et le bilan, on va l'approfondir dans le prochain webinaire. Et on fait quand même une ouverture sur le bilan. Donc le bilan, c'est vraiment une notion comptable, c'est la photo du patrimoine de l'entreprise. Souvent, on le calcule au 31 décembre de l'année ou enfin au moment de la clôture. Donc souvent, c'est le 31 décembre de l'année. On va voir qu'est-ce qu'on possède d'un côté et qu'est-ce qu'on doit de l'autre. Donc, ce qu'on possède, ça va être tous les biens, donc notamment les installations photovoltaïques, ce qu'on a en trésorerie sur les comptes et les dettes qui nous sont dues. Donc, par exemple, si on a des électrons qu'on a produits, mais on les a pas encore vendus à EDF, et ben on va compter ces électrons produits. On sait qu'on va les vendre à EDF ou à Enercop l'année d'après, qu'on va les facturer. Et ben ça, c'est des dettes. Enfin, en gros, c'est de la production qui est en attente et des dettes qui nous sont dues plus tard. Donc, c'est bien quelque chose qu'on possède également. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait des fonds, qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on fait des fonds. De l'autre côté, c'est quelle est l'origine des fonds, qu'est-ce qu'on doit et à qui on doit. Donc, il va y avoir l'argent apporté par les sociétaires, le capital et ce qu'on va appeler les quasi-fonds propres si on a d'autres modalités, notamment les comptes courants d'associés, donc des prêts que les associés peuvent prêter à la société, avec des modalités, je ne rentre pas dans le détail. L'argent prêté par les banques, les subventions qu'on a pu avoir et les dettes qu'on a vers nos fournisseurs. Donc c'est par exemple, donc là en photovoltaïque il y aura très peu, mais c'est imaginons qu'on a commencé une installation en décembre, on n'a pas payé la facture, on a une dette à notre fournisseur parce qu'on n'a pas encore payé la facture à ce moment-là. Donc le bilan, un grand principe de base, c'est que d'un côté on a l'actif, de l'autre côté le passif, et que ces deux doivent être strictement égaux. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a eu une erreur de calcul quelque part et qu'il faut rechercher. Mais en tout cas, c'est toujours exactement équivalent puisqu'on a d'un côté ce qu'on possède et de l'autre côté d'où viennent les fonds qui nous permettent de posséder ce qu'on possède. Avec du coup en équilibre entre les deux, souvent en fait ce qui va rester sur le compte, c'est la trésorerie. Donc là, on a un bilan assez classique d'une société. Donc, on va retrouver les immobilisations. Donc, ça va être tous les bâtiments, les logiciels, les outils de production, etc. Ça va être les stocks, les créances clients. Donc, qu'est-ce que les clients nous doivent au 31 décembre et la trésorerie sur le compte. Et de l'autre côté, les fonds propres, donc les capitaux et les quasi-fonds propres, les CCA ou les obligations. Les dettes long terme, des dettes court terme si on en a, et les dettes aux fournisseurs. Ça, c'est le classique. En photovoltaïque, en grappe PV, on va souvent le réduire à ça, puisque des stocks, finalement, on en a très peu. Des créances clients, ça va être vraiment un peu l'épaisseur du trait, ça va être ce qu'on n'a pas encore facturé en énergie produite, et la trésorerie. Et de l'autre côté, on va avoir des fonds propres, une grosse partie de dette long terme. Souvent, on est donc avec ce ratio un peu régulier de 30%, 70%. Et des dettes aux fournisseurs qui peuvent rester au 31 décembre avec des installations en cours de paiement. Donc ça, c'est vraiment le bilan un peu classique d'une grappe PV. Je vous donne un exemple. Là, si on a fait vraiment un seul projet, donc notre fameux projet de 36 kilos, eh ben, on a d'un côté acheté un projet pour 42 000 euros. Donc, on a 42 000 euros en immobilisation ici. On a nos fonds propres de 12 600 euros, notre dette à la banque de 29 400 euros. Et voilà, voilà pour ce projet le bilan. Sur la grappe complète, on aurait ici mis un peu de marge puisqu'on aurait notre besoin en fonds de roulement. Donc ici, on aurait forcément la trésorerie en plus qui aurait été financée du coup par les fonds propres majoritairement. Et qu'est-ce qui va se passer au fil de l'eau? Donc on a vu dans le premier webinaire notamment la notion d'amortissement. Donc l'amortissement, c'est qu'on constate la réduction de la valeur. On a consommé en fait un vingtième de l'installation photovoltaïque chaque année.
Donc là, la première année, on va avoir consommé 1200 euros de cette installation. Donc au bilan, on va réduire en fait l'immobilisation qu'on a et elle pèsera plus que 39 900 euros. Et de l'autre côté, on va avoir fait un bénéfice sur l'année. Ce bénéfice, il va venir s'ajouter ici alors soit il va venir s'ajouter, soit on va le distribuer. Sinon, il va venir s'ajouter ici dans les fonds propres. Donc, on va augmenter les fonds propres. On va avoir remboursé un petit peu de la dette. Donc, on va avoir diminué ici la dette et on va avoir la trésorerie qui va se régénérer. Donc, c'est ça qu'on constate souvent en photovoltaïque. C'est que malgré le remboursement de l'emprunt et le remboursement la constatation de l'amortissement, on va avoir une trésorerie qui va être générée. Et cette trésorerie, elle va souvent être plus importante que le résultat net qu'on a généré. Donc, il y aura toujours une partie de la trésorerie qu'on pourra pas, de la création de trésorerie qui sera pas distribuable. Donc voilà en première approche pour le bilan. Et on va rentrer dans le détail de ça au prochain webinaire. Et on verra aussi du coup la partie financement, comment on vient compléter en fait cette partie ici, les fonds propres, où est-ce qu'on va les chercher, dans quelle modalité, et les dettes, où est-ce qu'on va les chercher, dans quelle modalité. Et on verra les ratios aussi qui sont intéressants sur les ratios de dette sur le niveau de dette par rapport aux fonds propres, qui peuvent être des critères de santé financière de la société. Donc, il y a eu 2-3 questions, mais il y a des réponses. Donc, pourquoi les subventions sont comptées en passif? En fait, c'est qu'elles apparaissent parce qu'elles vont être amorties petit à petit. Donc, au début, on va la faire apparaître au passif vraiment dans la case subvention. Et chaque année, on va venir amortir cette subvention pour constater en fait qu'on l'a touchée chaque année, puisque ça va donner une image plus représentative et plus fidèle de notre comptabilité. Certes, on l'a touché la première année d'un point de vue de la trésorerie, on l'a récupéré en trésorerie et on a payé l'investissement avec ça. Mais comme d'un côté, on amortit l'investissement, et de l'autre côté, on amortit la subvention pour que notre résultat qu'on fait chaque année, il soit réaliste et fidèle par rapport à la réalité de production économique de la société. Si on ne le faisait pas, on aurait la première année un résultat ultra positif puisqu'on constaterait d'un coup la subvention, donc un résultat exceptionnel qui serait énorme. Et puis ensuite, on aurait chaque année des résultats qui seraient beaucoup moins bons. Donc on le lisse en fait comme l'investissement qu'on amortit, et on amortit la subvention en même temps. Et ça, c'est une obligation légale de le faire. Oui, et j'ajouterais également que la subvention reçue, qu'elle soit d'investissement ou d'exploitation, ne peut pas être distribuée au niveau des résultats. Donc, on doit enlever la part amortie de la subvention dans la distribution des dividendes aux actionnaires. Est-ce qu'il reste des questions? Une question de Marie-Geneviève sur subvention. Tu parles du résultat OK pour amortissement des subventions, mais pas au bilan, c'est au compte de résultat. Alors, Marie-Geneviève, si tu peux préciser. Je vais laisser Marie-Geneviève préciser la question par écrit. Donc pour la suite, donc on a un prochain webinaire qui va arriver. Je vous rappelle qu'on a un fichier de partage des hypothèses économiques. Un fichier de partage des hypothèses économiques qui est disponible pour tout le monde. Je vous invite vraiment à le remplir puisque c'est en partageant nos hypothèses qu'on va pouvoir fiabiliser et faire des moyennes en fait sur nos hypothèses, voir combien chacun paye les installations, combien chacun prévoit pour les lignes de maintenance, d'assurance, etc. Et en partageant ces infos, on va pouvoir monter en compétences et notamment aussi prévoir, donner des ratios à celles et ceux qui sont en train de se lancer et qui sont sur leur premier modèle économique pour avoir des billes sur qu'est-ce qu'on met en coût d'investissement, qu'est-ce qu'on met en coût de fonctionnement. Donc c'est vraiment un outil. Je vous invite à aller le remplir. Le lien est sur les comptes rendus. Donc je vous invite à aller le remplir ce tableau et quand il y aura pas mal d'informations, on prendra le temps nous d'aller en tirer des moyennes et on reviendra vers vous là-dessus. Eric, je me fais le porte-parole de Marie-Laure qui a posé une question sur le démantèlement et qui du coup pose la question, si on prévoit des baux avec les propriétaires, on perd la rentabilité du projet. Avez-vous des retours d'expérience là-dessus? Alors, le retour d'expérience, c'est principalement que donc si on fait des baux sur 20 ans, on sait que les panneaux ils vont vivre encore 10 à 20 ans. Donc, ce serait stupide de les démanteler. Et si on le fait, en effet, on va perdre de la rentabilité du projet puisqu'on a fait une installation qui pourrait encore produire et on va la démonter trop tôt. Et du coup, en effet, économiquement, ça va vraiment pas être rentable et environnementalement non plus.
Donc souvent, quand on fait des baux de 20 ans, on rétrocède l'installation au propriétaire qui va l'exploiter pendant X années et qui ensuite va le démanteler. Donc du coup, nous, on n'a pas besoin de le démanteler. Par contre, si on fait des baux sur plus longtemps, notamment sur 30 ans, et ben, on va là pouvoir avoir du coup généré suffisamment de valeur pour payer le démantèlement, et ce sera logique puisque au bout de ces 30 ans, on pourrait, enfin, il commence à avoir un risque que les panneaux ne soient plus productifs, donc on prend à notre charge le démantèlement. Donc c'est plutôt ça le retour d'expérience, c'est on prend à notre charge le démantèlement si on fait des baux qui sont longs et qui vont nous permettre du coup de financer ce démantèlement. La grande question, c'est au bout des 20 ans, combien va être vendue cette énergie photovoltaïque sur le réseau? Là, on n'a vraiment aucune, c'est une boule de cristal totale. Ça dépendra du prix du marché de l'électricité à ce moment-là, des mécanismes de vente d'électricité. Est-ce qu'on aura de la vente entre particuliers? Est-ce qu'on aura le droit, nous, coopérateurs, de consommer l'énergie de notre production, etc., etc. Il y a plein de modalités qui vont arriver d'ici 20 ans et c'est impossible de savoir combien ça se valorisera sur le marché, cette information. Alors, est-ce qu'on a loupé d'autres questions? Il y a Marie-Geneviève qui a précisé sa question, mais Johan qui a répondu. Alors, je ne sais pas si du coup Marie-Geneviève a bien compris pourquoi on mettait la subvention au bilan. Mais en tout cas, tout le monde a l'air d'être content avec les réponses. Alors, il y a une question aussi d'Elisabeth, donc qui a des informations sur les centrales au sol, les centrales PV au sol, et du coup, est-ce qu'on peut les intégrer dans notre tableau de saisie? Oui, je pense que ça pose pas de problème. De toute façon, il y a bien une case puissance pour comprendre. Donc, quand on va avoir du 500 kg ou du 5 mégas arriver dans les tableaux, on comprendra que c'est au sol. Et puis, on a mis le type de toiture. Donc, je vais créer juste dans le type de toiture une case aussi PV au sol. Et donc, oui, je t'invite à indiquer ces critères. Ils seront pas on pourra pas les comparer avec ce qui se fait en toiture parce que c'est pas du tout les mêmes ratios, mais ce sera toujours intéressant de les avoir pour des futurs projets au sol dans lesquels certains veulent se lancer. Ok, Eric, Johan, merci beaucoup. Je pense que il y avait encore deux autres questions d'Elisabeth. Alors, il reste 4 minutes. Comme je vois que certains commencent à nous quitter, je vous précise que le 17 mars à midi, on se retrouve pour le 4e sur donc le bilan et les ratios qu'on va calculer avec le bilan pour voir la santé économique de la structure et le financement qui passe à la caisse. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour financer nos installations entre les capitaux propres, les citoyens, les banques, etc., etc. Donc voilà, différents leviers pour aller chercher l'argent qu'il faut pour réaliser nos projets. Ça va être passionnant. Et du coup, Elisabeth, si tu as deux autres questions, je les vois pas apparaître. Donc, intègre-t-on le risque lié à l'étanchéité de la toiture sur 20 ans? La baisse de production des panneaux est projetée comment? Alors, sur le risque lié à l'étanchéité, là, dans les calculs que j'ai fait, non. On part du principe qu'on réalise des projets sur lesquels on va pouvoir continuer la vie d'installation. Si on a des doutes sur l'étanchéité, il va falloir en fait prévoir des coûts, soit dans les réinvestissements, soit dans les charges, des coûts de réparation d'étanchéité ou ce qui peut être demandé par un propriétaire, c'est que on démonte les panneaux pendant 3 semaines, que lui refasse l'étanchéité et qu'on remonte les panneaux par-dessus. Ça a des coûts qui peuvent être vraiment très importants. Donc souvent, quand on va faire ces calculs-là, on va se dire, dans ces cas-là, s'il y a un risque avec l'étanchéité, le projet il est plus rentable et donc on va pas le réaliser. Mais donc là, c'est pas pris en compte dans les tableaux que je vous ai montrés. Il n'y a pas un ratio de risque sur l'étanchéité. C'est plutôt est-ce que l'étanchéité est bonne ou pas sur 20 ans? En gros, est-ce que le toit il est quasiment neuf et donc sur 20 ans on n'a pas de souci? Ou est-ce que le toit on sent bien qu'il est un peu vétuste et qu'on va avoir des soucis avec? Dans ce cas-là, il faut qu'on commence à se dire ok, combien ça va nous coûter en fait ces problèmes d'étanchéité, notamment sur le fait de démanteler l'installation, de la réinstaller une fois que l'étanchéité a été refaite. Sur la baisse de production des panneaux, donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le webinaire 1 sur les hypothèses économiques. Il y a bien un ratio qui est pris en compte dans les lignes de calcul là que je vous ai montré. Je t'invite à regarder le premier webinaire. Souvent, la baisse des productions des panneaux, on l'estime à moins 0,5% par an. Dernière question peut-être, il reste 1 minute. Avez-vous des exemples sur des toitures
non refaites à neuf? Il y a plein d'exemples qui existent, mais sur du coup, enfin, c'est pas des toitures qui viennent d'être faites à neuf exprès, mais c'est souvent des toitures qui sont assez récentes. Notamment sur de la toiture plate, on va pas aller installer des panneaux sur une toiture qui a déjà 12 ans et qui commence à montrer des signes de faiblesse, puisqu'on sait là, du coup, pertinemment que dans les 20 ans, on va avoir un souci d'étanchéité. Ou alors, on va prévoir une installation qui fait qu'on peut revoir l'étanchéité sans toucher les panneaux. Voilà, donc il y a des modalités précises, mais j'ai pas là d'exemple de toiture précis. Je t'invite par contre à poser ces questions par exemple sur la liste grappe PV et il y aura peut-être des exemples dans le réseau qui pourront t'appuyer là-dessus. Et ben du coup, merci beaucoup à Johan pour tes apports. Merci à Julien pour le suivi précis des questions pour pas qu'on passe à côté. Et puis merci à vous tous pour l'écoute. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ces tableaux. Et la question qui revient, c'est est-ce que les tableaux là qu'on a vus vont être disponibles au bout d'un moment? Et ben ça va être la suite de l'atelier Grappe PV sur la partie modèle éco après ces 4 webinaires. On va on va créer des ateliers pour affiner en fait ce modèle économique, cet outil de calcul. Et le but, c'est que oui, à terme, il soit disponible pour tout le monde et qu'il soit robuste et fiable et qu'il soit pas bourré de bugs et qu'on puisse se partager ce modèle économique, notamment pour pouvoir comparer avec un même outil de calcul des projets différents, pouvoir comparer ce qu'on est en train de faire avec d'autres projets dans le réseau. Et ben, du coup, bon appétit et je vous dis au 17 mars à midi. À bientôt.